Ouais, ça c'est une vieille bourre auvergnate. Jean-Paul Bourg, vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 en direct. Radio Ici et Maintenant, 95.2 sur la bande FM. Mais aussi, si vous le voulez, sur Internet, ici-maintenant.com, vous aurez en même temps le live et le visuel du studio. Ce qui, voilà, en plus. Et Ici et Maintenant, on écoute sur Internet partout. Et la bande FM, c'est Paris, région parisienne, une centaine de bornes au-delà de Paris-Maxi, je pense. 95.2, donc voilà. Donc, pardon, de tousser à l'antenne. Putain, je deviens poli en vieillissant. Et l'Auvergne, oui, je parlais de l'Auvergne parce que quoi parce que ça, par exemple. Après l'annonce de la fusion Rhône-Alpes-Auvergne, c'est un chantier titanesque qui s'annonce pour créer cette super région, la 7e au niveau européen. Premier rendez-vous de ce calendrier bien chargé cet automne, où se tiendront les assises territoriales avec un fil rouge. Pas de centralisation sur Lyon, mais bien une volonté commune de travailler sur l'ensemble d'une grande région qui va faire plus de 70 000 km². La région Rhône-Alpes augmente sa superficie, sa population, 7 800 000 habitants. Donc l'essentiel, c'est de travailler avec les territoires. Si le but est de regrouper les différents services de la collectivité... Oui, blablabla, bon, ça on l'a déjà entendu, ce genre de discours. Oh, c'est récent, hein, depuis qu'ils ont créé les régions et découpé la France en 13 régions, des mastodontes énormes. Oui, l'Auvergne jusqu'à présent, c'était... toujours un truc qui déconne. Ouais, bon, c'est pas grave. L'Auvergne jusqu'à présent, c'était l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Haute-Loire. Et depuis la réforme territoriale, elle se compose aujourd'hui de 12 départements, rien que ça. Hein. La surface de la nouvelle région, ils ont découpé la France en 13 régions. La nouvelle région appelée maintenant, eh oui, c'est officiel, Auvergne-Rhône-Alpes, voilà l'Auvergne aujourd'hui, j'y crois pas. Sa surface, 70 000 km², l'équivalent de l'Irlande, et sa population, 8 millions d'habitants, la population de la Suisse, l'équivalent. Alors, aucune cohérence entre ces différentes... ces départements, provinces rajoutés comme ça pour former un conglomérat. Aucune cohérence, que ce soit le relief, le climat, les langues régionales, les traditions populaires, rien à voir. Le Massif central, ok, d'accord, hein. Plus la vallée du Rhône, les Alpes, avec la Drôme, l'Isère, la Savoie, tout ça, c'est la Nouvelle-Auvergne. Auvergne-Rhône-Alpes, ça s'appelle, c'est ainsi qu'ils l'appellent, nouvelle région. Alors c'est vrai qu'après la Révolution 1790, la province, c'était les provinces qu'on appelait Auvergne,
mais on n'y a pas touché à ce qu'elle était, mais a été découpée en départements. Ce qu'on apprenait à l'école communale, vous vous rappelez, pour l'Auvergne, c'était le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Mais c'est toujours l'Auvergne. Jusqu'au, maintenant, avec le gouvernement Valls, le découpage territorial énorme. Et oui, la France, des départements et des provinces, elle est découpée maintenant en 13 régions. Ouais, des mastodontes. Moi, je me souviens, quand on n'avait que des épiceries, jadis. Après sont arrivés les économas, qui étaient à taille humaine, encore de proximité. L'économa, je me souviens, n'était pas très grand. Grande épicerie, plus clean, quoi. Entre la pharmacie et l'épicerie, non. Oui, un peu, pour l'atmosphère. L'économa, bon. Et puis sont arrivés les mastodontes, c'est-à-dire les magasins, les intermarchés, ceux qui s'appelaient Mammouth à l'époque, les premiers. Mammouth écrase les prix, etc. Toutes ces énormes... ces énormes conglomérats économiques, intermarchés, machin, il y a des chaînes et tout, qui ont tué donc les épiceries de proximité, bien sûr. Déjà, je pense à ça parce qu'on est passé de l'épicerie, qui était locale, au mammouth, qui avait une taille colossale. On sentait bien derrière le but, c'était quoi? L'économie, au-delà même de la nécessité pour l'épicier de vendre pour pouvoir vivre et avoir un surplus. Non, c'est bien au-delà maintenant. Tu as des actionnaires, tu as des gestionnaires. C'est une autre manière de concevoir le rapport et la relation de l'homme avec son environnement immédiat, économique, l'épicerie, acheter, je sais pas, boire un café, aller au restaurant, peu importe. Ce que tu faisais jadis dans les tavernes, auberges ou ailleurs, etc. Et de la même manière, quand on est passé des nations, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, à l'Europe, le mastodonte lui aussi, cette tentative-là, totalitaire économique, à chaque fois qu'on retrouve dans l'expansion. Et maintenant, on ne doit plus dire l'Auvergne, mais la région, c'est une région, Auvergne, Rhône-Alpes, comme ça qu'elle s'appelle. Auvergne, Rhône-Alpes, certains disent ARA, A-R-A. Bon, Arras, tu te gardes de Arras, d'accord. Alors la province, elle n'est plus que l'un des composants oubliés, la province, oubliée, oui, ce qu'elle est réellement, dévitalisée, européanisée, on pourrait dire. Comme dit le Parisien qui titrait il y a quelques jours sur l'Auvergne, Nouvelle-Auvergne, une double page. J'ai la page. Le monde se rue en Auvergne. Tourisme. En 2016, le guide Lonely Planet a fait de l'Auvergne un de ses coups de cœur. Les touristes y affluent depuis le bout du monde. Restaurateurs et hôteliers se frottent les mains. Chaîne des Puy-de-Dôme, ils mettent une image de la chaîne des Dômes. Je peux montrer l'image à la caméra, on voit pas grand-chose, bon enfin, ouais. Donc, et le mec écrit « Chaîne des Puy-de-Dôme, pour attirer les touristes à découvrir ce territoire où la nature est reine, la nouvelle grande région Auvergne, Rhône-Alpes, multiplie les investissements. On met du pognon maintenant. Avant, non, ça valait pas le coup. L'Auvergne n'était pas comme la région lyonnaise ou la Provence ou d'autres parties de la France, une région économiquement plus forte. Aucun investissement. Maintenant, on investit parce que tout est relié, Auvergne, Rhône-Alpes. Alors pourquoi d'un seul coup cette attirance de touristes qui confluent là où, alors qu'ils ne venaient jamais, ils ne connaissaient même pas l'Auvergne de nom? Parce que, pour la première fois, l'Auvergne est dans le Lonely Planet, c'est-à-dire le guide touristique international, dont le site compte pas moins de 10 millions de visiteurs sur leur site. Et il y a aussi le guide, le Lonely Planet. Et dans Lonely Planet, l'Auvergne apparaît pour la première fois comme un ovni. Ciao, on ne la connaissait pas. Et en plus, en 6e position, juste devant Hawaï. Et le Parisien écrit « Au cœur de la diagonale du vide, l'Auvergne », alors l'ancienne Auvergne, donc, ce que j'appelle l'Auvergne, moi, Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, attire de plus en plus de touristes. Oui, parce qu'on est au cœur de l'Auvergne. Français, Européens et même touristes dits long courrier, arrivés d'un autre continent. La région regorge d'atouts et elle sait les mettre en avant. C'est là où arrivent les investisseurs, bien sûr, les mecs ont du pognon, quoi. Alors en plus, il ne faut pas oublier que la chaîne des volcans d'Auvergne, elle va faire son entrée dans la liste prestigieuse des
du patrimoine mondial de l'UNESCO, comme déjà le mont Everest ou le canyon du Colorado, j'en oublie. Bon. Donc les volcans d'Auvergne n'ont pas tardé à apparaître dans cette liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je reprends l'article récent du Parisien. L'Auvergne plaît tant que le Lonely Planet, premier éditeur de guide de voyage au monde, véritable bible des touristes anglo-saxons, l'a classé en 6e position dans son top 10 2016 des régions à visiter. L'impact a été immédiat pour les restaurateurs et les hôteliers. Chinois, japonais, américains, australiens pointent le bout de leur nez, mais surtout le B2B, business to business, c'est-à-dire les activités entre entreprises. Attention, se met en place à une vitesse grand V. C'est-à-dire que c'est exponentiel, ça s'accélère. Alors, on voit bien activité, le B2B, le business to business, activité entre entreprises. Ça, c'est nouveau, on verra. Alors, il poursuit l'article. Élus locaux, hôteliers et restaurateurs préparent les offres, séjours clés en main, voyages de comités d'entreprise, visites guidées en langues étrangères, etc., qui d'ici quelques mois devraient faire affluer vers l'Auvergne de nombreux visiteurs long courriers. Alors, touristes extra-européens arrivant en masse. Alors, si c'était pour leur faire découvrir non pas seulement le décor, volcans, forêts, montagnes, mais parce que ça peut pas bouger, mais l'âme de cette province, son histoire, son passé, la vie paysanne, ses coutumes, ses chansons aussi, sa langue, son patois, oui, son art de vivre. Ben, je suis sûr que ça intéresserait les touristes, je pense, mais pas trop nombreux tout de même, attention, bien sûr. Alors, parce que les touristes, ben oui, ça fout la merde, ça laisse des bouteilles de coca et des ordures dans les champs, même dans les rues du village, bien sûr. Puis ça impose sa marque aussi, ces comportements de touristes venus d'ailleurs, c'est important, oui, pour même pas l'écoute de la vie vivante du pays. D'ailleurs, le pays, le décor, on le fait cette vie vivante, on la fait taire, elle n'est pas présente. Ce qui est présent, c'est sur les volcans, la nature, mais pas ce qui se vivait ici, comment ont vécu les gens ici, ça intéresse personne. Non, ça, faut le zapper. Alors les touristes, ils peuvent se lever tôt pour entendre le son d'une cabrette, des chansons en patois, assister à une veillée quand le soir tombe dans une ferme devant la grande cheminée et voir les dentelières avec comme les fées des légendes avec leurs fuseaux. Mais tout ça, ça a été gommé. Il reste, oui, je l'ai dit, les volcans, les lacs, les forêts, les montagnes. Bah eux, ils diront rien, d'accord, ils parlent pas. Ou alors, faudrait être un chaman ou un vieux sorcier de village qui écouterait et comprendrait ce qu'ils disent. La nature est muette pour tous ceux qui la regardent. Elle parlera pas, elle dira pas ce qu'il y a eu là, ce qui s'est passé, ce qui s'est fait, comment cette province s'est faite, ce qu'est l'âme de cette province. C'est-à-dire avec des humains, des êtres vivants. Un décor, bien sûr, plus qu'un décor, la force de ce qu'est la nature. Mais les êtres vivants, ils sont où? Il n'y en avait pas. Et juste un décor pour touristes, vide. On les a gommés, volontairement gommés. C'est une entreprise de démolition, complètement. Bah oui, les fermes sont en ruine, ou retapées en gîte touristique, et puis la vie rurale a disparu dans le gouffre du temps, comme beaucoup de choses. Et on veut surtout pas qu'elle se rende visible, même dans le souvenir de ceux qui sont là. Certains se souviennent, on ne peut pas leur arracher le cerveau et les décerveler, pas d'opération chirurgicale quand même. Alors, bah oui, la nature est belle, je ne dis pas le contraire, sauvage même, pour ceux qui ont découvert l'Auvergne dans le Lonely Planet. C'est une autre planète, c'est le cas de le dire. Il y a tout juste un an à peine. Où elle est, je répète, en 6e position devant Hawaï. Le coup de cœur du Lonely Planet pour l'Auvergne qu'il découvre. Alors voilà les premières lignes du Lonely Planet. Une véritable déclaration d'amour en plus. D'ailleurs, le Parisien titre « Comment le Lovely Planet a eu le coup de foudre ». Dans les premières lignes du Lonely Planet, le fameux guide touristique international, l'Auvergne est un joyau méconnu. Ses vallées glaciaires et ses sommets volcaniques ont beau rivaliser avec les paysages islandais,
ce cœur de la France reste peu fréquenté. Déjà, la beauté du décor, du paysage, rappelant l'Islande et d'autres endroits sauvages, et en même temps le fait peu fréquenté, qui te fait dire, c'est une terre incognita, tu vas découvrir un autre monde. Et ben hop, là qui rapplique, ok. Moi, j'ai connu, moi perso, la vie rurale, les fermes, le patois, les veillées. Ouais, tout était encore là quand j'étais môme, dans les années 50. Dans les fermes de mon oncle, par exemple, au lieu d'Île-à-Moutère, pour être précis, ou en Haute-Loire, aux Égaux, où il y avait qu'un hameau de ferme, et tout autour, les bois noirs. La sensation était étrange. Quand je vivais 2 mois de l'année, mes parents me laissaient dans les fermes familiales en Auvergne. Lorsque l'Auvergne était encore rurale, moi je parle de 53, 54, 55 quand j'étais gosse, et que je restais 2 mois à la ferme. Mes parents, comme ça, se débarrassaient de nous pendant 2 mois. Mais c'était superbe. On allait garder les vaches avec les cousins, on suivait, on moissonnait. On suivait à notre niveau, on suivait les mouvements de la ferme, au quotidien, bien sûr, la ferme rurale. La ferme rurale avec sa vie quotidienne, les coutumes du village aussi. Mener les bêtes au pâturage, ça je me souviens l'avoir fait, avec l'aiguillon, le bâton avec l'aiguille au bout, c'est une pointe. Oh, tu piques pas fort, mais qui sert à piquer un peu le bœuf pour qu'il avance quand il traîne taureau, ou les vaches. Et amener les animaux au pâturage qui était sain à l'époque par des murets de pierre. Et les cousins qui gardaient les vaches avec moi, lorsqu'une vache s'échappait, il n'y avait pas une clôture pour la retenir, elle pouvait s'échapper. Donc il y avait des chiens. Et là, il envoyait son chien, il parlait en patois, et le chien comprenait ce qui était dit, revenait en mordant les mollets de la vache, la ramenait dans l'enclos, dans le pré, qui était juste bordé d'un petit mur bas, quoi. C'est les chiens qui servaient à ramener les animaux, les bêtes qui sortaient du pâturage. Après, il y a eu des clôtures électriques. C'est déjà, les gens partaient en couille, là, hein, d'accord. Quelle beauté, cette langue, le patois, le chien qui part comme une flèche lorsque le gamin a lancé son cri en patois, ramène l'animal qui est sorti du champ, le ramène au pâturage. Et puis le soir, la rentrée du troupeau avec les sonnailles et les moutons aussi, bien sûr. Le berger, ce berger, je me souviens que j'avais croisé, qui portait un énorme chapeau, avec un pan qui lui tombait sur les yeux, une houppelande, vraiment un vieux qui était... On aurait dit qu'il sortait du granit, de l'organique du granit, oui, qu'il était d'une autre époque. Lui, le berger, qui se louait dans les fermes pour garder les troupeaux. Donc j'ai connu la vie rurale dans les fermes de Haute-Loire. Comme les moissons, bien sûr, et puis le soir, la traite des vaches. C'était pas moi qui le faisais, bien sûr, mais je la voyais faire, le tabouret qui était posé à côté. Une espèce de lumière un peu secrète comme ça, basse de la crèche. Oui, ça rappelle une crèche. De l'étable. Et puis la baratte où on met le lait qui sert à faire le beurre, le lait qui est chaud, qui est tiède lorsqu'il est sorti du pied de la vache. Et c'était pas la traite électrique, artificielle, là, comme ils font aujourd'hui. C'était fait à la main, avec le seau en bas, le seau d'étain, et la baratte en bois, dans laquelle on faisait le beurre, et les saucissons qui pendaient au plafond. Bon, je ne peux pas raconter personnellement le repas, important le repas, parce qu'il y a une tradition paysanne, c'est que le maître de maison, de famille, la grande table, chacun a son couteau à l'époque, hein, il n'y a pas de couteau de table, chacun a un couteau personnel, c'est important le couteau. Donc le chef de famille ouvre son couteau, le pose à côté de l'assiette, signale que le repas peut commencer. Et lorsqu'il prend son couteau, et il voit bien où en est la tablée, et qu'il referme la lame, fermeture du couteau, la soupe, peu importe à quel moment du repas, c'est la fin du repas, le repas est terminé. C'est ce rite du couteau ouvert et du couteau refermé, dans lequel est enclos le repas. Il y a des rites comme ça, des rites qui étaient quotidiens, il y en a d'autres, celui-là est très fort, bien sûr. Tout ça, les joyeux touristes qui arrivent, ils ne le verront pas, hein. Je me souviens de cette chanson, je me rappelle d'une chanson de Cabrel, à ses tout débuts, qui s'appelle toujours Carte postale, où il décrivait avec nostalgie les fermes abandonnées, la vie disparue, et puis l'œil du grand prédateur, hein, le poste de télévision.
allumer les postes de télévision, verrouiller les portes des conversations, oublier les dames et les jeux de cartes, endormi les fermes quand les jeunes partent, briser les lumières des ruelles en fête, refroidi le vin brûlant les assiettes, emporter les mots des serveuses aimables, et disparu les chiens jouant sous les tables, déchirer les nappes des soirées de noces, oublier les fables du sommeil des gosses, arrêter les valses du dernier jupon et les fausses notes des accordéons. C'est un amour perdu sous les étoiles, avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales, et sur le vieux buffet, sous la poussière grise, il reste une carte postale, goudronner les pierres des chemins tranquilles, relever les herbes des endroits fragiles, déserter les places des belles foraines, assécher les traces de l'eau des fontaines, oublier les phrases sacrées des grands-pères, aux âtres des grandes cheminées de pierre, envoler les rires des nuits de moisson, allumer les postes de télévision. C'est un amour perdu sous les étoiles, avec de vieux rideaux pendus à des fenêtres sales, et sur le vieux buffet, sous la poussière grise, il reste une carte postale. Envoler les robes des belles promises, les ailes des grillons, les paniers de cerises, oublier les rires des nuits de moisson, et allumer les postes de télévision. Ouais, attendez, on va voir surgir les salopards. Parce qu'ils arrivent très vite, hein, bien sûr. Les investisseurs, ouais, le tourisme, ça rapporte. Hein, puis le fameux B2B, le business to business. Génial, le discours. C'est le vieux patois, ça, c'est la renaissance du vieux patois. Business to business. Et oui, l'Auvergne nécessite maintenant, et seulement maintenant, hein, des investissements, maintenant qu'elle est regroupée en régions, avec Rhône et Alpes, qui déjà étaient des régions... par exemple, dans les transformations à venir, la route qui va à Aurillac et qui creuse son sillage à l'ancienne, en pleine nature, comme ça, eh bien, on va en faire une route à 4 voies. Bah, mon capitaine, parfait. Alors, pas oublier que Lyon et les Alpes reçoivent depuis longtemps une clientèle extra-européenne, ce qui n'est pas le cas pour l'Auvergne, maintenant, là, tout de suite. Ça arrive que maintenant, grâce au Lonely Planet, il y a ce regroupement en régions. Puis, pas que l'Auvergne, je rappelle que la France est divisée maintenant en 13 régions, qu'on n'a pas touché à la Corse, par contre, pas con.
Et puis la Bretagne qui est quand même assez forte dans son identité, ses traditions. Moi, le festival interceltique de Lorient, dans peu de temps, mois d'août bientôt, là. Donc il y a une force, la langue aussi, bretonne. Donc comme alors la Bretagne, bras propre Pays de Loire, est juste sur la carte, faut regarder, est quand même séparée par un trait, même si c'est une même région quand même. Il y a un trait qui les sépare. La Bretagne, c'est la Bretagne. Mais elle forme une région avec la Pays de Loire. Mais il y a un trait qui les sépare. Si tu prends la région Auvergne-Rhône-Alpes, regarde sur la carte maintenant, il n'y a aucun trait qui sépare rien du tout. C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la Corse est toute seule. Elle, on n'y a pas touché. Et je me doute bien qu'ils ne sont pas cons quand même. Ben ouais, Corse, Bretagne, la Normandie aussi, il y a quelque chose encore qui est resté. Mais bon, tout le reste a été... Tout le reste a été zombifié, ouais. Alors la pauvre Cendrillon rurale, l'Auvergne, on va lui filer des fringues de luxe, on va l'habiller autrement, quoi, c'est ça. Puis on va la présenter à des princes charmants qui arrivent, les poches pleines de billets. Et le vieux Buron, par exemple, le Buron qui servait au berger avec son toit de Loze, quand il gardait les troupeaux, et c'est là qu'il faisait le fromage d'Auvergne, dans le Cantal, c'était le Salers, peu importe, la Fourme, tous les fromages qu'on faisait en Auvergne se faisaient dans le Buron. Et ce vieux Buron, tel qu'il est, abandonné, est bien souvent transformé maintenant, là, en hôtellerie. Ça s'appelle ça un gîte pour touristes. Enfin, c'est une hôtellerie plutôt, une auberge aux normes européennes, on va dire, ouais, où on fait du fric. Ce vieux Buron, qui était le témoin d'une autre époque, hein. Mais lui, il n'intéresse pas l'UNESCO. Hein. On parlerait de la tribu, des traditions, de la culture d'une tribu amérindienne, là ok, mais pas pour ce morceau de France, avec son histoire, ses traditions, sa vie vivante, qu'on veut plus voir. On veut bien voir le décor, pour les touristes. La verdure, la nature, les volcans, les montagnes, les rivières, des villages faits pour touristes, qui gardent encore certains leurs pierres, leurs toits de Loze, oui et non, enfin oui quand même, retapés, hein, recyclés on va dire, oui. La nature, bien sûr, la nature, les animaux, on va les chercher. Là tu peux rigoler, tu me trouves une ferme avec vraiment des animaux telle qu'elle était. Je ne parle pas de la ferme qui contient 100 vaches avec son toit d'aluminium, qui est faite pour l'économie et la vente au niveau européen. Je te parle de la ferme de montagne, de la ferme de village, qui était celle d'un hameau, telle que je l'ai connue, avec une dizaine de vaches, quelques chèvres, 2 ou 3 cochons, une bergerie avec, je sais pas, une trentaine, une quarantaine de moutons, à l'échelle de proximité, à l'échelle très locale. Et ces fermes-là n'avaient pas des toits d'aluminium, mais des chaumes d'abord au début, puis l'ardoise, la Lose en Auvergne, bien sûr, qui est l'ardoise très épaisse. Et puis là, bon, je ne vais pas décrire ce qu'était une ferme avec les tables, telles que je l'ai connues. Ferme, il n'y a plus de fermes, elles sont abandonnées. Ou transformées en gîte pour touristes, avec hôtellerie, table, presque les chandelles, peut-être même, je ne sais pas, je n'ai pas été bouffé là-dedans. Mais c'est pas la ferme. Alors pourquoi on ne veut pas... Alors oui, bien sûr, je connais en Haute-Loire une ferme type, à l'ancienne, mais attends, c'est Disneyland là, tu rentres dans cette ferme, tout est propre, les meubles de bois sont d'un vernis qui brille, la cuisine, elle a une propreté impeccable, il n'y a pas une trace de poussière. T'es rentré dans une vraie ferme, où sont les odeurs, où est la présence organique de l'intérieur de la ferme? Elle n'y est pas, c'est des fermes types comme ça, ferme à l'ancienne, Disneyland quoi. Il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-unes pour touristes, bien sûr. La ferme dont je parle, tu ne la trouveras pas. Pas plus que le patois, pas plus que les traditions locales, qu'on pourrait montrer aux touristes qui viennent, pour montrer qu'elle était la vivante de cette province. Mais je l'ai dit non, ça faut le barrer, le rayer, on ne vend que le décor. On ne va surtout pas parler des gens qui ont vécu là et de la manière dont ils ont vécu, quelle était leur manière de vivre, leur art de vivre. Et je lis dans le Parisien qu'un restaurateur du nom de Bruno Pichon a fait découvrir l'aligot et la truffade, donc nourriture traditionnelle et locale de l'Auvergne, à des touristes chinois et coréens. Alors pourquoi pas, hein, si on limite l'invasion touristique. Hein. Mais il ajoute, ils ont goûté toutes les spécialités, ah ben bravo, merci, bravo pour toi, et il dit bien,
sans regarder à la dépense. L'enfoiré. Il avait dû monter les prix. Et puis ces mecs touristes, là, chinois, coréens, qui habituellement, on le verra, allaient sur la Côte d'Azur, connaissaient pas l'Auvergne, l'ont découverte dans Lonely Planet, s'y pointent pour la première fois. Et puis, ils sont baisés. Après tout, la bouffe est quand même un goût un peu différent. Et puis, on paye cher, parce qu'il est bien dit, sans regarder à la dépense. Monsieur Gripsou, vas-y, ramasse le pognon, fais du fric, connard. Hein? Alors, je me demande, parce qu'on ne donne pas les prix, là, l'aligot avec la truffade. Je me demande à quel prix il a vendu sa merde. Je dis bien sa merde parce que c'était sûrement un aligot stérilisé, comme le Canada Dry, le truc qui ne ressemble pas à ce que c'était à l'origine. Et un autre, Vincent Pagès, a transformé le vieux buron, héritage familial, en un gîte touristique. On va dire plutôt en une hôtellerie, hein, car il y a, je précise, 20 employés. 20. Alors, il n'y a plus de vaches dans les fermes, mais les zombies ne manquent pas, d'accord. Ouais. C'est pas surprenant et c'est pas nouveau. Et je lis dans l'enquête du Parisien, il y a quelques semaines, donc le même, Vincent Pagès s'est rendu au salon Green France. Alors j'aime bien l'appellation, Green France, d'accord, ouais, ça va très bien avec. Hein. Au salon Green France à Clermont-Ferrand, où étaient réunis plusieurs centaines de tour opérateurs du monde entier. Son auberge et son buron, on dit plutôt l'auberge, le buron a été démoli pour en faire une auberge, attends les conneries, ils ont remporté un franc succès. Voilà où on en est aujourd'hui. Hein, les salopards, les rois de la zombification, ils sont là. Mais qu'est-ce que tu fous, Daryl Dixon? Ouais, on a besoin de toi. Bon, mais que viennent chercher ces touristes, ces nouveaux touristes en Auvergne? Alors, ce que le Nez Planète dit de l'Auvergne, il dit un territoire, un terroir, la nature et l'authenticité. C'est beau, hein? Ça pourrait même être juste, bien sûr, mais ça l'est pas. Il y a tromperie, il y a trucage. Ben, monnaie is monnaie, bon, on se doute bien de l'argument de base. Surtout quand l'autre empoisonneur en chef ouvre sa grande gueule, hein, dans l'article du Parisien, qu'il interroge, le mec. Je parle de Bruno Avignon, qui est directeur de l'Agence du développement économique. Il insiste, lui, sur la façon dont la région a changé. Hein, et il dit qu'on a changé, on a su changer, pas par l'Auvergne, son axe de communication. Allez, d'accord mec, ok, vas-y, dis-nous tout. Et l'enfoiré y répond. Avant, la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Auvergne, c'était l'Auvergne du 19e siècle. Ah bon, moi je l'ai connue en 53-55, c'était pas le 19e, c'était celle-là pourtant. Et il ajoute le musée de la Faucheuse, le Bougna et le Béret. J'en avais ras-le-bol, car je ne me sens pas plus plouc qu'un autre. Nous avons décidé de mettre en avant notre ADN. Deux points. La naturalité. Wow! La naturalité. Déjà un mot qui n'existe pas, d'accord, ok? Une expression de technocrate, hein, ça vient de sortir. La novlangue. Notre ADN. La naturalité. Attends, l'ADN de qui? Notre. Tu parles au nom de qui, toi, connard? Parle en ton nom, d'accord. Tu annonces un mot de technocrate et tu dis notre ADN en parlant de l'Auvergne. Alors, il parle au nom de qui, là? Ouais, notre ADN. Des Auvergnats, bien sûr. Hein, qu'il traite de plouc, en plus, dans sa déclaration dans le Parisien. Il parle de l'ADN de la naturalité, qui vient de créer de toutes pièces, maintenant. Pas l'ADN du Béret et des Ploucs, hein, ceux qui ont fait vivre cette province. Mais l'ADN de sa clique à lui, qui a pris le pouvoir par un coup de force. Mais en face, bon, évidemment, une population amorphe, décervelée, sans mémoire, facile à contrôler, comme partout aujourd'hui dans le monde, dans nos pays en tout cas. Alors les Bérets, les Ploucs, et il parle de sa propre région. Hein. Alors, propos violents et racistes, hein, bien sûr que oui. Alors, cette grosse merde des Ploucs, il ne les veut pas, il veut juste les volcans, parce qu'un volcan, ça ferme sa gueule. Hein. Surtout s'il est éteint, ça ne va pas raconter l'histoire du pays. Ça ne va pas faire vivre les Ploucs. C'est un décor. Disneyland. Et qu'est-ce que tu as fait du patois, de la langue locale, qui sent bon les racines, la rocaille, quand elle est parlée,
les musiques traditionnelles. Bon, il y a déjà la Bretagne et la Corse, et l'Auvergne ne va pas s'y mettre, non, hein, ok. Eh bien si, ou bien tes oreilles, mon gars, ou bien tes oreilles. La musique des fêtes, des mariages, des banquets, des grandes beuveries païennes. Elle est là, l'Auvergne, pays des Arvernes. Ce feu qui couvre sous chaque pierre, qui n'est pas éteint. Sa musique, la fameuse bourrée auvergnate, ouais, avec toutes ses ornementations celtiques, on le reconnaît, cet esprit à l'intérieur, là. Ouais, et le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme,
avec les ruines de son temple dédié à de mystérieuses divinités au sommet des ruines assez monumentales en plus, que les Romains ont transformé en temple de Mercure, le nom qu'ils lui ont donné, de la même façon qu'ils ont débaptisé les sources thermales, aussi clairement à Roya par exemple, les sources qui guérissent, qui donnent la vision, qui permettent d'entrer en contact, c'était bien avant le christianisme, avec les dieux de cette ancienne histoire, le pays des Arvernes, l'Auvergne bien sûr. Comme la source des roches, qui était dédiée au dieu Maponos, un dieu souterrain de la tradition gauloise. Le puits de Dôme, hein, on pouvait faire l'ascension en voiture, moi je me rappelle avec mes parents, par la route qui monte en lacet, j'ai vu d'autres fois aussi. Ou bien par le chemin de chèvre, un chemin de pierre qui monte sous les frondaisons, à 1 heure de marche à peu près, ça monte assez sec. Ouais. Je l'ai fait aussi. Et puis, j'apprends la nouveauté, quoi. Le nouvel investissement des salopards qui pensent tourisme et rentabilité surtout. Je lis, je suis surpris car ça je ne savais pas. Au Puy de Dôme, le pli est déjà pris. À la gare du Panoramique des Dômes, alors ça, je ne savais pas qu'il y avait une gare du Panoramique des Dômes. À la gare du Panoramique des Dômes, le petit train qui monte au sommet du Puy de Dôme, un petit train, c'est nouveau ça. Arrivé au sommet, un immense panneau remercie les visiteurs dans les langues du monde entier. Bon, il y a une dizaine de langues, quand tu arrives en haut, le merci dans une dizaine de langues. Et ce petit train merdique, fait pour les feignants, quoi, qui font de la chaise longue en se laissant porter, tirer, bande de cinglés, ils ont tout bousillé, la langue locale, le patois. Oui, elle ne fait pas partie du patrimoine mondial, hein, bien sûr. L'UNESCO l'emmerde, la langue locale. Ceux qui viennent visiter l'Auvergne, ils l'entendront pas. C'est la langue des ploucs, il l'a dit le mec tout à l'heure. Hein. Mais moi je t'emmerde, technocrate de mes couilles. Ouais, la langue des ploucs, hein. J'appuie sur un bouton et elle arrive, avec toute sa force et tout son mystère. L'olino, d'un pied un tenche no padazze, nous donne son mot per passer la nuit. La 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 avança gaire, rolula, la lina avança pai, rolula, la lina avança gaire, rolula, la lina avança pai, rolula. Et le technocrate prend ça dans les dents et achète-toi un protège-dents pour la soirée. La lina avança gaire, rolula, la lina avança pai, rolula, la lina avança gaire, rolula, la lina avança pai, partire parigi, tanti la lina deve partire parigi, avant des bons matins, rolula, la lina avança gaire, rolula, la lina avança pai, rolula, la lina avança gaire, rolula, la lina avança pai, io to tocca chi dei mo parlo io to tocca chi dei mo parlo rolula, la lina avança gaire, rolula, la lina avança pai, rolula, la lina avança gaire, rolula, la lina avança pai, l'olino vendrò, l'avremo si dei glaire con l'olino vendrò, le neu de moro, la 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 le la 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 lo la 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 le la 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 lo. La la la
ça ne leur rappelle rien du tout, bien sûr. Mais c'était le patois, cette langue qui venait des racines, de l'humus, d'organique, du granit aussi. Pas inventé par des linguistes. Donc, bien sûr, les volcans, les forêts, les montagnes, mais pas les ploucs qui y vivaient, ceux-là on les vire. Pourtant, ils y vivaient avec leur langue, leurs coutumes, toutes rattachées à la terre, la glèbe, celle qu'on prend à pleine main, l'eau des rases où vont boire les bêtes, la grande rumeur, les jours d'été, celle des moissons, le roulement d'un char sur la route de pierre, les feux de la Saint-Jean, le bétail qui rentre à l'étable, et puis les sabots qui cognent en rythme sur les planches, en dansant la bourrée, ouais. Les mains levées, comme le faisaient les bergers qui la dansaient en brandissant leurs bâtons. Une danse ancestrale, ouais, qui appartient à l'âme vivante de l'Auvergne, la bourre auvergnate. Hein. L'accordéon et la cabrette, la cornemuse auvergnate faite en peau de chèvre. Je sais pas, moi, dis à tes touristes que ça fait un peu Game of Thrones, ça les branchera peut-être, non? Même pas, surtout pas, faut pas en parler. On éradique ce qui était vivant. Ça doit pas remonter à la surface, ok? Mais on laisse le décor. D'abord, on peut pas le bouger, pas trop. Puis les touristes aiment ça, les 80 volcans qui surplombent Clermont, la verdure, l'ombre des arbres, les paysages vertigineux à certains endroits, avec plantés partout comme des drapeaux colonisateurs, les hôtelleries pour touristes, les gîtes, les auberges où on sert de la bouffe soi-disant locale. C'est l'appellation qui compte, hein, pas le contenu, hein, comme dans tous les trucages, ça marche comme ça, ouais. Voilà où on en est. Ben tiens, le technocrate, là, je t'envoie un missile venu d'une autre époque, ouais. C'est la musique que jouaient les ploucs dont tu parles, hein. Mais tu partageras jamais, mon pote, leur fierté, leur fièvre, leur indépendance. Ouais, il y a de l'Arverne là-dedans.
Wow, Scout. Oui, c'est pas de la musique d'aéroport, de supermarché ou de cabinet de dentiste, hein, d'accord. Tiens, je connais un plouc qui veut s'adresser à toi. Je parle de technocrate, pas à vous. Hein. Je connais un plouc qui veut s'adresser à toi. Ce plouc, c'est un écrivain auvergnat, profondément baigné par la vie du terroir dans les années 40-50. C'est Henri Pourrat, qui a pas seulement écrit Gaspard des Montagnes, que tout le monde connaît, tout le monde peut-être pas, mais bon. Mais aussi ce livre dont je vais tirer des extraits, qui s'appelle Vent de Mars. Alors il dit quoi le plouc en chef 1, des vérités, qui coulent vraiment de source au sens littéral, mon gars. Il dit, dans son livre Vent de Mars, le paysan, l'homme fixé à un coin de terre et qui en tire ce qu'il lui faut pour se nourrir, se vêtir, se chauffer, s'abriter, cet homme-là, qui peut se passer d'autrui, est la base et le soubassement de tout. Et les étages sociaux reposent sur lui. Ils ont besoin de lui. Et lui n'a pas besoin d'eux. Aïe, ça fait mal, hein, à ne pas entendre, jamais. Bouchez-vous les oreilles, ouais. Alors le paganisme, ce qui restait des vieilles croyances pré-chrétiennes en Auvergne, comme dans d'autres provinces, qui se mêlaient sans problème au catholicisme des campagnes, hein. Certains lieux étaient doués de maléfices. Les vieux paysans en parlaient. D'autres pouvaient guérir. Certains voyaient autour des dolmens des pierres levées, des manifestations étranges la nuit, et n'osaient pas sortir, s'approcher. Il y avait en même temps la croix du Christ, le buis béni au-dessus de la porte de la ferme qui protégeait. Il y avait ce mélange paganisme et christianisme qui a longtemps baigné l'Auvergne, la France rurale, oui, complètement. Et Henri Pourrat, parce que dans les vieilles fermes, quand la nuit tombait, le diable n'était pas seulement une légende, hein, dans ses croyances où se mêlaient catholicisme et paganisme. Et Henri Pourrat, le plouc en chef, c'est ailleurs qu'il débusque le diable, comme un vieux paysan plein de sagesse et de clairvoyance. Lucide, il ose écrire « Monsieur le technocrate », et surtout, faites pas dire ça à vos touristes, hein, surtout pas. Henri Pourrat écrit dans Vent de Mars, on est à la fin des années 40, en pleine France rurale. Lui, le plouc en chef, l'Auvergnat, il écrit « Ces gens de campagne qui pensaient que porter de l'or sur soi portait malheur, les vrais nobles qui faisaient mépris de l'argent, les natures fraîches, innocentes et gaies, ont toujours eu en abomination toute cette énorme histoire de banque et de bourse. Ils sentent confusément que cela, c'est le diable. L'or, du moins, pesant, éclatant, splendide, semble chose qui compte. Mais, comme dans les contes, l'or du malin se change en feuilles sèches. Il a été changé en feuilles de papier, banquenotes, coupures, virements et chèques. Il a pris ce caractère monstrueusement fictif qui pourrait bien être les traits de choses diaboliques. Henri Pourrat dans Vent de Mars. Et il montre comment tout a commencé. Comment est venu au monde, monsieur le technocrate? Voilà, bien sûr. Et pourquoi pas le dire à tes touristes? Qu'est-ce qui te dérange? Les ploucs dont tu parles. Ouais, les ploucs dont tu parles, mon con. C'était un peuple de géants. Ouais. Toi, t'es un nain, difforme, décervelé, cervelle plate. Eux, c'était des géants. Avec vos sabots dans les champs et vos chansons de paysans, avec vos visages immobiles, avec l'idée qu'il faut du temps pour faire un arbre ou un enfant, avec vos saisons difficiles, avec vos lacs et vos forêts, vos prières écrites en secret. Vous n'êtes pas des gens de la ville. Avec vos sabots dans les champs et vos chansons de paysans, avec vos visages immobiles. Vous êtes un peuple de géants. Vous êtes un peuple de géants.
avec ce vin qui sent la terre, vos poignées de main familières, avec l'orgueil qui vous dessine, avec vos fermes et vos récoltes, ce vent qui souffle la révolte, de vos paroisses à vos collines, avec la pluie sur vos chapeaux, cette façon de parler haut, vous n'êtes pas des gens anonymes, avec ce vin qui sent la terre, vos poignées de main familières, avec l'orgueil qui vous dessine. Vous êtes un peuple de géants, vous êtes un peuple de géants. Tous les deux, allez, tirez, allez. La la la, la la la, la la la, allez. Oh, Blondin, Blondin, laisse-le tranquille, allez, Varmé, tout de monter. Là-dedans, là-dedans. La légende et des gestes du quotidien. La servante à les vœux, et moi encore va mieux. La la lélo, la la lélo, la la la. La la lélo, la la lélo, la la la. La 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 lélo, la la lélo, lé lélo. La 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 lélo, la la lé 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 lélo. La 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 lélo lélo. La 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 lé la la oh la la lé la 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 lé la la lé la lé la la. Allons. La la lé la 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 lé la 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 lé. On s'y prête. La 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 lé la 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 la. Là, doucement. La 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 lé la lé lé la. T'as des bouches. Allez. Là. À tout de monter. Allez. Ouais. Yeah. Ouais.
parle plus à ces putains de technocrates là qu'on vidé l'Auvergne de sa vie vivante, qui en ont fait une pièce du puzzle du grand marché. Ouais, bien sûr. On les imagine pas sortir les fourches, hein. Ils ont pris le temps pour faire tout disparaître. Ça prend du temps. Ce qui était encore visible il n'y a pas longtemps, rond. Et pour tout zombifier, ouais. Henri Pourrat, qui a posé la loupe sur le monde rural de son époque, 40-50, il a vu les forces de destruction, ces créatures qu'on dit humaines, mais qui sont plutôt des carcasses viles, des cervelles plates, programmées pour assurer le changement, pratiquer le progrès, qui est le bonheur de l'homme, n'est-ce pas, bien sûr, c'est ce qu'on dit. Alors la clairvoyance d'Henri Pourrat, dans le livre Vent de Mars, paru alors que les provinces étaient encore rurales, hein. Mais il savait débusquer le danger. Il écrit « Utiliser les arbres, c'est les débiter, sous la règle et sous la scie, réduire leur bois en planches pareilles. Le système industriel, c'est cela, une mise en quantité égale, inerte, chiffrable. Pour prendre barre sur les choses et sur les êtres, il faut les ramener à ces pièces sur lesquelles avoir directement prise. L'intelligence et l'efficience, c'est cela. Ainsi, leur condition première se semble d'abord d'aller contre la vie. » Bien sûr qu'il a raison. Et devant l'effondrement de l'Auvergne rurale, il le voit dans les années 50 déjà, celle des fermes, des gestes ancestraux qu'on a, ceux de l'homme libre, entier, grandeur nature, comme on disait, hein. Henri Pourrat lance un appel. Si possible, quelqu'un du coin, en tout cas, quelqu'un qui mène la vie de ces paysans, tâchant d'entrer dans leurs peines et même dans leurs besognes, ayant l'esprit net, ayant l'esprit. Il suffit d'un être qui soit comme une lampe, ça et là, comme il suffit d'une braise, de la graine du feu au milieu des brindilles, pour que du tas d'herbes sèches, des tronçons morts, de feuilles pourries et fanées, monte dans un tremblement d'air la grande flamme chantante. Ouais, la mémoire de tout un peuple, ceux du pays, comme on disait, le pays, la légende, les gestes quotidiens. Henri Pourrat, toujours, scène de la vie quotidienne dans cette vieille Auvergne disparue, dont il reste rien, hein, parce que c'est impératif, hein, aucune trace, faut tout virer, quoi. Surtout les ploucs, simplement un décor vide pour les touristes. Une belle nature, hein, qui vous racontera rien, qui se laissera seulement photographier. Elle fera la belle, d'accord. On l'entretient pour ça en plus, hein, bien sûr. Et puis, comptez pas sur les tours opérateurs pour vous raconter, vous parler de la vie des gens qui vivaient ici, jadis, il n'y a pas si longtemps. Henri Pourrat, lui, il a photographié avec ses yeux, avec sa plume, ces moments de la vie rurale telle qu'il l'a vécue. On les croyait finis, ces vieux petits temps. On avait fait reculer la misère et la peine. On pouvait désormais passer l'hiver chez soi, entre la fontaine et le sorbier des Grives, bûcheronner dans son propre bois, refaire les rigoles des prés, arracher les genêts sur la côte, et en rentrant le soir, retrouver, avec l'odeur de la soupe, les petits qui font leurs problèmes à la grande table, la ménagère qui taille le pain dans les écuelles. Tout était bon, et tiède, et tranquille. Alors tout ça, c'est pas dans le Lonely Planet, hein, qui vient de classer l'Auvergne en 6e position avant Hawaï, pour les régions à visiter. Et Nicolas Darangon, vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, maintenant, voilà ce qu'est l'Auvergne, un gag. Donc le vice-président, Nicolas Durangon, depuis sa mairie de Valence, dans la Drôme, il n'est pas gonflé le mec, hein, je lis, depuis sa mairie de Valence, dans la Drôme, hein, vice-président donc de la région Auvergne, Rhône-Alpes. Donc parlant au nom de l'Auvergne. Puisqu'il dit « Nous figurons en 6e position, juste avant Hawaï. Cela nous fait sourire. Oui, mais pas rire, car nous pensons que c'est légitime.
Nous sommes en progression nette sur toutes les clientèles l'an passé, avant même d'avoir été décorés par le Lonely Planet. Logiquement, cette tendance devrait s'amplifier. Laquelle tendance devrait s'amplifier dont il parle? Il le dit. Progression nette sur toutes les clientèles l'an passé. Là, c'est le comptable et le technocrate qui parlent. Nous figurons en 6e position. Il dit en parlant de l'Auvergne, oui. C'est quoi ce nous? Nous figurons. Il parle depuis sa mairie de Valence dans la Drôme. J'ai rien contre la Drôme, mais désolé, elle n'a rien à voir avec l'Auvergne. Pas plus que la Savoie ou le Rhône qui sont rattachés à l'Auvergne aujourd'hui. Alors toi, là, Nicolas, je ne retiens même pas son nom, Nicolas d'Arangon, ouais. T'es comme l'autre avec son ADN qu'il appelle naturalité, un pauvre ignare, un crétin décérébré, rien d'autre, mon pote. Oui, aux ordres, la machine, une machine. Waouh! Parfois, la colère monte, hein, oui. Bon, je l'ai dit, on sort plus les fourches, hein, c'est une autre époque. Lui, parce que moi qui te parle, qui fait cette émission, je suis, selon ce qu'a dit un précédent responsable de l'Auvergne aujourd'hui, moi je suis donc le descendant d'une famille de ploucs, hein, sur laquelle l'autre con a craché. Ah oui, c'est deuil de 4. Avec eux, tout doit disparaître. Cette France des terroirs, c'est une France qui les dérange. Mais ils ne peuvent pas tout verrouiller. Écoute ce que dit Isabelle Aubray en parlant du temps des villages, de la vie fière et libre de ceux que ce connard appelle les ploucs. Mes grands-parents, par exemple. Des oncles, des cousins, que j'ai vu vivre dans ces fermes, avant qu'arrivent les fossoyeurs. Et Isabelle Aubray, elle est là, devant les provinces et les fermes abandonnées. La province, elle l'appelle encore la province. Et elle se souvient. Bien des volets sont clos d'une croix de Saint-Jean. Le dernier violonneux est mort à 102 ans. Au fond de tes chapelles, plus de misérérés. Et dans les étangs sombres, les barques sont noyées. Province, ma lointaine patrie. Province, de chez toi à Paris voyage aujourd'hui peu de lettres. Circule plus jamais de charrette. Et dans tes salles de noces, de fêtes, dans l'an, plus de balles de conscrits. Province, ma lointaine patrie. Province, chaque chef de famille le soir en bout de table avait autant d'allure que tout bourgeois notable. L'ouverture du couteau, la soupe partagée, fermeture du couteau, le ciel remercié. Province, les hommes et les outils. Province, un accent par lieu dit, plus la mémoire des vignerons et celle des artisans maçons. La marque aux chaînes des bûcherons, les charpentiers, leurs apprentis. Province, 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 ma lointaine patrie. On va souffrir les champs, les vents et la pluie forte. On va pleurer les poils
et les prairies. Province, ma lointaine patrie. Province, ma lointaine patrie. Province. C'est beau ce mot province, comme il chante. Et elle a tout ramené le temps d'une chanson. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, donc, la région Auvergne-Rhône-Alpes, réaction d'une famille qui a lu le Lonely Planet, une famille qui vient de Singapour, qui visite l'Auvergne pour la première fois grâce au Lonely Planet. Et je lis dans le Canard: c'est la première fois en 6 ans que la famille ne passe pas les vacances à Singapour, sans regret. J'apprécie, elle parle de l'Auvergne, cette personne venue de Singapour, j'apprécie la vue à 360 degrés et cet environnement verdoyant. Cet enthousiasme, la sexagénaire enchantée. C'est tellement différent de chez moi. Une mégalopole où la campagne n'existe pas. Un coup de cœur et une vraie découverte, car la grand-mère concède n'avoir jamais entendu parler de l'Auvergne il y a encore quelques semaines. C'est sa fille, séduite par le classement dans le top 10 du Lonely Planet, qui lui a proposé de découvrir la destination. C'est tellement beau que j'ai plusieurs fois renoncé à suivre le GPS pour m'aventurer sur les routes au hasard, explique Maurice, le père, toujours le journal. Côté porte-monnaie aussi, l'aventure est une réussite. Nous, disent-ils, ces touristes, nous venus de Singapour, nous avions fait nos calculs. En Auvergne, la location nous coûte 550 € la semaine. Sur la Côte d'Azur, c'était le double. Bon, d'accord, par rapport à ta mégapole irrespirable, sans horizon, je vois la différence. Côté Côte d'Azur, ou pas, on s'en fout. Pour ta semaine de location, tu t'es fait arnaquer, d'accord ? Moi, au milieu des années 80, je trouvais des fermes abandonnées, habitables, en Auvergne, pour l'équivalent de 100 €, l'équivalent de 100 € aujourd'hui, mensuel, et même pour moins cher. Donc, il y a eu cette mainmise d'un seul coup. Alors lui, c'est bon, il allait sur la Côte d'Azur avant, alors il flambait des ronds. Et là, il est sûr, c'est moins cher. Mais c'est, là encore une fois, il y a une emprise économique aspirante de plus en plus, depuis cette année 2016, depuis le Lonely Planet, depuis le fait que les volcans d'Auvergne vont être faire partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, etc. Bon, l'Auvergne très peu visitée. Alors on se rue, c'est un territoire inconnu, etc. On découvre ça, le mot Auvergne n'apparaissait pas, on ne le connaissait pas. C'est ce guide international du tourisme qui le fait connaître et le met en 6e position, coup de cœur, devant les Hawaï. La journaliste qui fait l'article fait vraiment une déclaration d'amour à l'Auvergne, c'est vrai, hein, telle qu'elle la découvre. Elle n'avait jamais connu cette région. Mais parler du décor, je ne comprends pas. Je parle de ceux qui manient toutes les ficelles du tourisme aujourd'hui. Ils font venir des touristes pour leur montrer. Voilà, vous êtes dans un décor apaisant ou exaltant, la montagne, ou peu importe. C'est une nuit d'orage en montagne, le soleil qui se lève sur une vallée, l'eau qui coule, les torrents, les rivières, pêcher à la truite, pourquoi pas. L'Auvergne, attends, tu lui parles pas des gens qui vivaient ici. Il y a encore des fermes transformées, plus ou moins, qui sont abandonnées, qu'on peut voir, qui ne savent rien. C'était une ferme, elle n'a pas été bougée. J'en connais encore. Ferme en ruine. Tu leur dis pas ce qui s'est passé là, qui vivait là, quelles étaient leurs coutumes, l'art de vivre de ces gens-là, dans cette Auvergne rurale de l'époque. Non, tu le montres juste un décor vide, tous les êtres vivants qui ont peuplé ce décor ont été volontairement, je le dis bien, gommés, éradiqués, parce qu'on ne peut pas les voir. La preuve, l'autre connard qui les traite de ploucs, alors qu'il est responsable de l'économie touristique pour l'Auvergne. Attends, mais toi, tire-toi, vire-toi, démissionne, faites-le démissionner. J'y crois pas que des mecs comme ça existent. J'y croyais au diable. Je te balancerai un envoûtement, mon pote, mais je crois pas au diable. Bon, voilà, donc on en est là, parce qu'il ne leur parlera pas aux touristes, je le répète, de la façon de vivre des gens qui vivaient là, de leur patois, c'est une langue quand même, hein. Leur langue qui n'a pas été forgée par des linguistes, hein, mais qui vient du sol, de la terre, oui.
rien du mystère de la région aussi, ou de son légendaire qui existe. Des drames au quotidien qui ont été vécus. Bon, ils ont tout arraché, les mecs, comme si c'était de la mauvaise herbe, hein. Voilà, on vire tout. Et dans les années 70, un groupe avec ses guitares électriques à l'époque, les années 70, mais guitares électriques mêlées à des instruments traditionnels, cabrette ou autres, ont tenté de faire revivre les provinces de France. Oui, dans les années 70, je me souviens très bien, et ça marchait vachement bien en plusieurs albums. Bon, des vieilles chansons du légendaire paysan, hein, un vrai patrimoine, hein, qu'ils ont recueilli et chanté, sans trahir la mélodie et l'émotion de ces vieux chants venus de l'ancienne histoire. Je l'ai connu enfant, pas si ancienne que ça quand même. Le groupe s'appelle, on le connaît, certains du moins, Malicorne, qui a recueilli beaucoup de chansons des provinces comme ça, oubliées, tout un patrimoine, oui, non, l'UNESCO ne veut pas, bien sûr, à part les volcans. Et ça, on ne va pas le faire mourir. C'est superbe que ces mecs l'aient ressuscité, l'aient remis au jour, les fait connaître. Même si parfois on entend des rythmiques de guitare électrique, l'émotion et la mélodie, rien n'est perdu. Cette chanson est toujours là, vivante, dans un nouvel écrin, et rien n'est trahi. C'est superbe, le miracle qu'avait réussi musicalement le groupe Malicorne, avec ces chansons des vieilles provinces de France. Alors les disques sont toujours là, hein, avec ces chansons, celles que chantaient les ploucs, hein, comme dit le mec. Ouais, c'est ça. Comme le dit l'autre raciste technocrate, là. Ouais, ce que chantaient les ploucs, ces chansons-là. Ce pollueur à la cervelle plate, là, ouais, qu'il faudrait virer. Alors, ouais, on va lui parler à lui. Tiens, écoute ça, camarade, écoute ça. Toute la magie de la vieille province est conservée, là, intacte. Une flamme qui brûle, mon pote, et qui s'éteint pas. À travers ces chansons qu'on chantait le soir aux veillées, ou en gardant les troupeaux au pâturage, la prairie, pas très loin les bois noirs, à travers elles, ouais, aussi, l'écho d'ancienne histoire. Malicorne, quand je menais mes chevaux boire, très vieille chanson. J'étais près d'elle hier au soir. J'étais près d'elle hier au soir. Mais quand je fus dedans la lande, il est aux mananettes. Mais quand je fus dedans la lande, j'entendis les cloches sonner. J'entendis les cloches sonner. Mais quand je fus dedans l'église, il est aux mananettes. Mais quand je fus dedans l'église, j'entendis les prêtres chanter. J'entendis les prêtres chanter. Donner du pied dedans la chasse. Il est aux mananettes. Donner du pied dedans la chasse. Réveillez-vous si vous dormez.
t'attendent dans l'enfer. Vois ma bouche est pleine de terre, il est aux mananettes. Vois ma bouche est pleine de terre et la tienne est pleine d'amour. La tienne est pleine d'amour. Auprès de moi reste une place. Il est aux mananettes. Auprès de moi reste une place. Et c'est pour toi qu'on l'a gardée. Et c'est pour toi qu'on l'a gardée. Quand je menais mes chevaux boire, il est aux mananettes. Quand je menais mes chevaux boire, j'entendis le coucou chanter. Ouais, le groupe Malicorne. Et j'ai ça, moi, tatoué au fond du cœur, bien avant les années rock, ouais. Dans mon autobiographie Gaïa du rêve, qui va du début des années 50 aux années 2000, mon autobio, je parle, passage très court, de ma rencontre avec l'Auvergne rurale dans les fermes familiales. Donc un court passage à la page 21 du livre. C'est le chapitre 3 de mon livre qui commence comme ça, un court passage. Dans cette France des années 50, envahie par les premières machines à coudre Singer, mon arrière-grand-mère continue de tirer son carreau de dentelle à la main, près du radiateur électrique. Comme si elle se tenait, parce qu'ils l'ont ramené en ville, à Clermont-Ferrand, comme si elle se tenait près de la cheminée, dans un village d'Auvergne, visage fermé sur l'énigme minérale. Une bonne femme de lave noire, humaine et sensible, avec sa rudesse, ses grands rires et ses mots de patois qui sonnent comme les pièces métalliques du forgeron, avec des parfums de rocaille. Des oncles et des cousins vivent encore dans les villages maternels, à Coste-Chaude, Présailles, les estables, les égaux, aux limites de l'Auvergne et du Velay, sur les hauteurs sauvages du Mont-Mézinc. J'y passe souvent mes vacances, en hiver ou en été, selon le programme arrangé par mes parents. C'est un vrai territoire d'aventure que j'ai peuplé de loups et de vrais indiens. Ah, je suis tout gosse quand je... Putain, pour moi c'est énorme, quoi. La découverte, au début, après, chaque année, j'y retournais. L'air est vif. On sent tout de suite la présence des troupeaux. Et les étables sont là, derrière ces façades de pierre noire. On entre dans la cuisine en passant par l'écurie, en marchant sur un sol de paille et de terre battue, au milieu des senteurs fortes du bétail, dans un éclairage de sous-marin, une lumière de crèche de Noël, comme une lampe allumée sous les draps, l'impression de vivre dans les entrailles de la montagne. Bon, ce sont mes sensations d'enfant par rapport à découverte de... Bah oui, cette Auvergne, celle-là, oui, qu'on entendait encore dans les villages. Ribodne riu sugnare
raubet schucutilio scicrit paujo Tisho raubet schucutilio scicrit schul Cobischurti uno vago d'orfi reschul Cobischurti uno vago d'orfi On va laisser les technocrates et le tourisme déferlant sur l'Auvergne, qui n'est plus une province, mais une région qui englobe le Rhône et les Alpes. Une des 13 régions voulues par ces combinards du gouvernement Valls. Puis ceux d'avant aussi, bien sûr. C'est peu qu'on commençait. Mais ils ont accéléré plus fort sur l'accélérateur, on va dire. Pour moi, l'Auvergne reste une province. On déplace à tous ces connards. C'est une province. Même défigurée, privée de mémoire, telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'elle est beaucoup plus absente dans sa différence, dans ses traditions que la Bretagne, ou que la Corse, ou que même la Normandie, l'Auvergne, comme éteinte. Voilà ce qu'ils ont fait de mon pays. Même on dit le pays, on disait le pays pour la province. Mon pays, c'est pas la France, d'abord quelle France, c'est l'Auvergne, mon pays. Bon, alors encore un extrait du livre Vent de Mars, le livre d'Henri Pourrat, le roi des ploucs, comme disait l'autre, donc vrai auvergnat. Livre écrit à la fin de la guerre, juste après la libération, et on avale ça comme un alcool fort. Il parle, il dit... oui. Il n'envisageait pas la guerre comme la calamité la plus grande. Pour ces Gaulois même, à vieilles rides et à barbe de braconniers, terrés au bout des pâtures, des fougères, des bois de pin, être maître chez soi, voilà la loi et les prophètes. Vivre au fond de l'épaisse masure de granit gris, entre la mer où sont les tourtes de pin et la paillasse affaissée dans ses planches, maître chez soi. Alors, quelle différence entre l'Auvergne et les volcans? Ben, il n'y en a pas. Un jour, je ne sais pas lequel, mais un jour, ils peuvent se réveiller. Une très belle légende, chantée par Malicorne, des vieilles chansons oubliées, mais eux les ont préservées, bien sûr. On ne les entend plus bien, dans les villages, évidemment. Mais la mémoire est là, toujours, et en même temps l'émotion est quelque part revit un instant quelque chose qui a été perdu, qu'on ramène dans l'instant présent ici, en ferveur, qui nous met en colère aussi. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, ces salopards? Comment remédier à ça? Alors, les événements du temps le feront, si on croit aux lois des cycles. Quand je dis que les volcans et la province, quelle différence, il n'y en a pas un jour, je ne sais pas quand, mais ils se réveilleront tous les deux, parce qu'il y a une loi des cycles que les anciens connaissaient bien avant le christianisme, les anciennes peuplades qui vivaient ici. Selon cette loi des cycles, les choses reviennent. Donc, je dis bien, les volcans et la province, il n'y a pas de différence, puisqu'ils se réveilleront un jour. Mais je ne sais pas quand. Alors, belle chanson qu'on garde en mémoire, elle est là sur disque,
Le jour où tout se réveille, on l'écoutera sur les places des villages, les jours de fête, le soir, après les moissons. Une vieille légende, une histoire racontée, telle qu'on aimait les raconter et les chanter aux veillées, oui. Légendaire du quotidien, c'est ça. Vas-y mec, montre ça à tes touristes, fais-leur entendre ça. Même pas, connard. Regardez les volcans, photographiez, vous êtes bien qu'il y a de l'ombre, assez frais, et ces ruisseaux qui coulent. Il y a même des truites, bien sûr. Et cette maison avec ce toit de lauze, mais restauré, bien sûr, ça change des maisons telles qu'on les connaît, là d'où on vient, etc. Bon, arrêtez d'arnaquer, bande d'enfoirés. Vous avez détruit une région. Heureusement qu'il reste la mémoire. Et les chansons aussi. Préservées, entre autres, par le groupe Malicorne. Merci à lui. J'étais chez mon père, long et là et tralala. Quand j'étais chez mon père, fillette à marier, fillette à marier. M'a donné la bergère, long et là et tralala. M'a donné la bergère, ses moutons à garder, ses moutons à garder. Le berger qui les mène, long et là et tralala. Le berger qui les mène est un très bon berger, est un très bon berger. À chaque tour qu'il vire, long et là et tralala. À chaque tour qu'il vire, il cherche à m'embrasser, et il cherche à m'embrasser. Gars, allons si tu m'embrasses, long et là et tralala. Gars, allons si tu m'embrasses, entrons dedans le bois, entrons dedans le bois. Quand dans le bois furent entrés, long et là et tralala. Quand dans le bois furent entrés, l'entendit feuillager, l'entendit feuillager. Le berger qui les mène est un très bon berger, est un très bon berger. À chaque tour qu'il vire, long et là et tralala. À chaque tour. Tiens, c'est quand même marrant parce que là, ce disque que je voulais faire aboutir jusqu'à la fin de la chanson, s'est mis d'un seul coup en boucle. Il revient en arrière et il reprend la chanson en arrière et il s'est mis en boucle. Je le respecte comme signe du mouvement cyclique des forces de vie et bien sûr du retour éternel tel qu'on le connaît, nous, dans les vieilles traditions païennes. Le retour selon la loi des cycles, oui. Alors, bon, évidemment, jamais je prononcerai ce mot région Auvergne-Rhône-Alpes. Bande d'enculés. Je dirais la province Auvergne. Je dirais même le pays. Je dirais même mon pays. La province qui s'appelle Auvergne. Si on veut parler d'histoire, le pays des Arvernes aussi, mais du monde rural tel qu'on en a parlé, jusqu'à ce qu'elle devienne un jardin. Les cultivateurs servaient à ça dans les années 80-90, à entretenir la nature. Voilà. Ils avaient des subventions pour ça. L'entretenir, pour qui? Pour les touristes qui maintenant arrivent de façon exponentielle. Mais encore une fois, visitent un décor vide et on ne leur enseigne pas quel était le peuple qui vivait ici, les familles, leur façon de vivre, leurs particularités, leurs traditions, leurs coutumes, leurs chants, leurs patois, leur langue locale, leurs histoires. Tout ça, il faut le gommer, comme l'a dit l'autre connard tout à l'heure, responsable économique de l'Auvergne, je ne sais plus son nom. Je ne vais pas reprendre des textes, là, son nom, mais je ne le retiens pas, moi. Son connard, oui. Qui a traité toutes ces familles et ces peuples qui ont vécu l'Auvergne rurale et qui ont fait qu'elle est ce qu'il est aujourd'hui, même transformé pour touristes. De plouc. Hein. C'est le mot qu'il a utilisé, ouais.
Il parlait au nom de l'Auvergne en plus. Ce propos-là, profondément raciste et haineux, comme quelqu'un qui rejetterait sa mère ou la poignarderait. S'il est auvergnat, j'en sais rien, il est parachuté là-bas, mais il peut venir d'ailleurs, évidemment. Tout a été brouillé depuis, ouais. Donc, l'Auvergne, pour moi, ça reste une province, ouais. Et un jour, ouais, je suis envieux quand je vois la Corse, quand je vois la Bretagne, la Normandie, d'autres pays comme ça, qui font revivre ce qu'était l'âme de ce pays, qui la font vivre d'une manière différente, mais elle est présente, on peut en prendre connaissance sensiblement, et comprendre ce qui était vivant ici. Non, c'est des ploucs, mon pote, on les vire, on laisse le décor vide. Eh bien, je dis que ces gens-là sont mes ennemis, tout simplement. Voilà, ok. Et je leur balance dans les dents un dernier chant de la tradition. Ils l'ont verrouillé, enfermé dans un puits sans fond, tu déconnes ou quoi? Puisque on n'a qu'un geste à faire, elle revient. Jean-Paul Bourg, vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant en direct, 95.2 sur la bande FM, internet ici et maintenant.com. Vous avez aussi le forum, vous pouvez intervenir, laisser des messages à l'intention de n'importe quel éditeur, animateur de l'antenne, pour moi si vous voulez, vous avez cherché mon nom, d'autres animateurs. Le forum est libre, il est ouvert pour que les discussions se croisent, qu'il y ait une sorte de rebond des émissions qui se font en direct à l'antenne, que ce soit antenne libre ou émission avec un sujet, ou ce que je fais personnellement le jeudi soir. Ouais, l'Auvergne, on va rester là, oui, on va rester. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Rien. Sinon, éprouver une grande nostalgie et une profonde colère. Une colère qui dure et qui ne s'éteint pas, et on ne sait pas comment elle peut s'exprimer, elle ne peut pas s'exprimer. Tout est verrouillé, tout bloque, tout ferme. Ou alors tu viens le cingler. Donc on assiste, impuissant, à l'effondrement. Je parle des provinces, de ce qui était la vie, avec ces personnages vivants, humains, en interaction l'un l'autre, selon des coutumes et des traditions différentes, avec des patois, des langages, des dialectes différents, ce qui fait la richesse des provinces. Tout ça gêne, bien sûr, le mondialisme, l'hégémonie économique, la disparition de toute limite, au-delà, sans cesse, le déracinement de toute mémoire. Parce que il faut qu'on soit la grande surface bétonnée à l'infini du supermarché, de la surconsommation, du fric. Là où parce qu'on parle de l'Auvergne et du tourisme en même temps, là, du tourisme qui renaît grâce au Lonely Planet, d'accord, c'est ça le point de départ. Donc on attire des touristes extra-européens en nombre, on leur propose une Auvergne qui est une carcasse vide, mais qui les change, ils ne la connaissent pas. On leur parle pas de ce qu'était le peuple qui vivait ici, de ses coutumes, ses traditions, ses chansons, son patois, sa langue locale. Non, on ne parle surtout pas de ça. La France, c'est surtout pas ça. La France, c'est ce qu'il y a maintenant, avec Hollande et Valls. Et puis si vous venez en touriste, voilà, c'est aussi des villages comme ça, dans une belle nature, vous comprenez? Regardez les volcans, là, regardez. Et le mont Mézinc, là, en Haute-Loire. Vertigineux, non? On se croirait en Islande, parfois, même au Tibet, quelquefois, avec ses ballonnements à l'infini. Je parle des plateaux de la Haute-Loire. Mais le peuple, là, éradiqué, il gêne. La preuve, c'est que ce salopard les appelle des ploucs. Ouais, c'est bien la preuve vivante. Lui, représentant de l'Auvergne. Il n'y a personne pour aller manifester pour le jeter. Pas un Auvergnat. Parce qu'il n'y a plus d'Auvergnat, tout simplement. L'Auvergne n'existe plus. C'est pour ça que j'ai titré mon émission « Adieu l'Auvergne ». Jusqu'à ce que, par le retour cyclique des choses, s'accomplisse
la petite blague que j'ai balancée, quelle différence il y a entre les volcans et la province. Il n'y en a pas, on ne sait pas quand, mais ils se réveilleront un jour tous les deux. Voilà. Merci de votre écoute. Tout à l'heure, dans 5 minutes, passe une rediffusion d'une ancienne émission que j'ai fait sur Ici et Maintenant, particulière, que j'ai aimé faire à ce moment-là. Je n'ai pas changé par rapport à ce livre, bien sûr, mais je ne suis pas dans le feu et la ferveur, comme je l'étais pendant l'émission. C'est une émission que j'avais fait sur Alice au Pays des Merveilles, voilà, le bouquin, la traversée, la plongée d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, c'est l'émission qui passe en rediff dans quelques minutes à l'antenne, si vous voulez l'écouter. Si vous avez sommeil, allez dormir. Ensuite, un peu plus tard, une émission d'Yvan sur les prophéties. Vous êtes donc toujours sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 sur la bande FM, ici-et-maintenant.com sur le net. Merci de votre présence et de votre écoute, si vous voulez écouter Alice au Pays des Merveilles, émission que j'ai faite il y a quelques années déjà. Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM. Retrouvez l'écrivain Jean-Paul Bourg un jeudi soir sur 2 en direct à partir de 23h. Le meilleur de ses émissions rediffusées en alternance, Jean-Paul Bourg un jeudi soir sur 2 en direct à partir de 23h sur la radio Ici et Maintenant. I'm gonna burn your soul.